Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, on vous propose quelques-uns des meilleurs moments des dernières années. Vous allez voir, on en a fait des détours. Ceux et celles qui me connaissent savent à quel point j'aime les animaux. Au fil des saisons, nous avons souvent eu l'occasion d'aller à la rencontre d'éleveurs de toutes sortes pour assister et participer au travail de la ferme. Encore une fois, la passion de ceux qui se dévouent pour le bien-être de leur troupeau est au cœur de leur succès. On est présentement avec Andréane Vézina. Tu es la propriétaire d'Alpaga Portneuf. On est ici à Pont-Rouge. Andréane, pourquoi est-ce que tu as décidé de te partir une ferme d'élevage d'alpaga? Bien, en fait, au départ, c'était vraiment pour retourner aux sources, si tu veux, de pouvoir passer plus de temps avec les enfants. L'alpaga, c'était vraiment l'animal qui pouvait le plus être dans ce qu'on voulait. Donc, des animaux qu'on n'a pas nécessairement besoin d'envoyer à l'abattoir, des animaux qui sont quand même faciles à manipuler, puis que c'est pas dangereux. Donc, c'est vers l'alpaga qu'on s'est tourné. Aujourd'hui, on va assister quand même à un événement important. Ça se déroule seulement une seule fois dans l'année. C'est la tonte des alpagas. Parle-moi un petit peu de cette journée spéciale. Bien, c'est ça. La tonte de l'alpaga, c'est une fois par année. Donc, c'est la journée la plus importante pour nous parce que c'est là qu'on tire notre revenu. C'est la fibre de l'alpaga. Donc, on les tond. En même temps, on va donner tous les médicaments qu'il faut. Donc, s'ils ont besoin de vermifuges, s'ils ont besoin de vaccins, c'est aujourd'hui qu'on les fait pendant qu'ils sont déjà tous à terre en train de se faire tondre. Donc, ça enlève un peu le stress. On va limer les dents aux alpagas qui ont besoin. Puis, on va aussi tout couper les ongles de l'alpaga. C'est correct, ça? Ah ouais. Hein? Oui. C'est dur, hein? C'est donc bien dur! La fibre des alpagas, qu'est-ce qu'elle a de spécial, par exemple, par rapport à la laine des moutons? Bien, la première chose qu'on va voir quand on va tondre un alpaga, puis même quand vous allez pouvoir toucher, ils n'ont pas, c'est hypoallergène, la fibre d'alpaga, parce qu'ils n'ont pas le gras qu'on retrouve sur le mouton, en fait. Donc, quand on touche, là, c'est vraiment pas graisseux comme pourrait l'être un mouton. Ça, c'est une des premières caractéristiques. Ensuite, c'est une fibre et non pas une laine. Là. On dit souvent laine parce que les gens connaissent plus ce mot-là, mais c'est une fibre qui ressemble plus à un poil ou à un cheveu qu'à la laine du mouton. Ce qui fait en sorte qu'elle est 6 fois plus chaude que celle du mouton. Donc, ça, c'est l'autre caractéristique. Puis aussi, bien, elle va être très, très douce. Là. Donc, c'est vraiment dans la finesse là, de la fibre. Là. En tout cas, il a un bon coup de rasoir, je peux vous le dire. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Veux-tu mettre du grain, Alicia? Oui. Étends ça dans la mangeoire. D'accord. Bien. On ne veut pas trop les apprivoiser parce qu'après ça, quand on veut les manipuler, là, ils n'auront pas peur de nous, ça va être un problème pour nous. Je sais pas si tu comprends. Si je veux sortir les animaux du champ, là, je rentre en 4 roues. Puis là, je les pousse en dehors du champ. Mais là, s'ils veulent venir me voir, ça ne marchera pas. Ouais. Fait qu'il faut garder une bulle. Le dernier enclos, mais non le moindre. Ben oui. Combien ça peut peser des bois comme ça? Comme ils sont là, ça doit peser au moins 70 livres, certains. C'est pas tous les mâles qui vont avoir un beau panache comme ça. À force d'inséminer puis de faire la sélection, bien, le résultat, il est là. À 3 ans, là, s'il y a 30 livres de bois, là, on a là, présentement, là, 3 ans qui ont 30 livres de bois, eux autres, ils vont se ramasser comme ça. Ah oui? Oui.
Donc là, on est dans la dernière étape, disons, on va nourrir les gros bocs. Oui. Ils vont pas me foncer dessus, hein? Non, non. Je vais te D'accord. laisser faire, t'as l'air de savoir comment. Ouais, ben là, ça fait quelques fois que je le fais. Je devrais bien m'en sortir. Et voilà. Je vais te laisser la rapprocher et le mélanger. OK. Ouais. Bon, ben voilà. La nourriture est servie. On a bien fait ça. Vous avez très bien fait ça. Merci beaucoup, Alain, de nous avoir fait découvrir Thébault Wapiti. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci. Les reportages qui mettent en vedette les animaux nous permettent parfois de réunir deux passions. Quand il est possible de pratiquer une activité sportive avec nos compagnons du règne animal, les éléments sont tous réunis pour passer un moment exceptionnel tout en faisant un peu d'exercice. Je vous présente Esca, un petit Golden, et Toscane, Toscane! un bouvier bernois. Toscane a déjà quelques années d'expérience, mais Esca, c'est sa deuxième fois. Et puis, il est tout jeune encore, puis on peut voir qu'il Ah ouais, y a un peu, il est un peu foufou, hein? un peu d'anxiété, un peu de... Mais ça avait bien fini la première fois. Mais quand ça part, des fois, il y a un petit peu d'excitation. On est dehors, on a une belle température, on est bien. On est présentement dans le parc des Appalaches, à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Puis on fait de la trottinette des neiges aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus là, de cette belle activité? Bien, premièrement, le parc des Appalaches, c'est un parc régional et on peut amener notre chien dans le parc. Les chiens sont non seulement acceptés, mais sont les bienvenus. Fait qu'on a acheté des trottinettes finlandaises et puis on les a adaptées avec simplement une corde, une petite corde bungee en avant, pour que le chien puisse tirer. Normalement, on travaille aussi fort que le chien. Parce que la trottinette, là, le chien, il ne faut pas l'épuiser. Fait qu'il faut pousser autant que le chien va tirer. Aujourd'hui, on a des conditions merveilleuses. Il y a eu un adoucissement, puis là, ça refroidit. Fait que c'est un peu glacé. Là. On travaille pas moins aujourd'hui, mais on s'en plaindra pas, ni le chien. La randonnée pédestre, souvent, c'est se promener dans la nature et puis le silence. Puis la trottinette, bien, c'est encore un cran au-dessus, je crois, parce que là, c'est la glisse en plus. Le chien qui s'en va en avant. On doit l'encourager, par contre, là, on brise le silence pour l'encourager quand il fait un bon coup. Mais une fois que tu en es parti, c'est comme le traîneau à chien. Là, les chiens deviennent calmes. Et puis là, ils ont une chose en tête, c'est de glisser. On est responsable de ce qu'on apprivoise à partir du moment où on décide d'avoir des animaux, d'avoir des chevaux. Je considère qu'il faut être conséquent avec ses choix, leur apporter ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire bonne alimentation, l'exercice dont ils ont besoin pour rester en forme mentalement et physiquement. Je suis présentement avec Patricia Lamontagne, qui est professeure et fondatrice de l'Equi-Yoga. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'Equi-Yoga? Alors, c'est tout simplement l'intégration du yoga à l'équitation. Donc, les chevaux, le fait de faire du yoga à cheval, ça peut t'aider aussi soit à améliorer ta posture ou tes aides, mais ça peut aussi t'aider à te calmer intérieurement pour être plus au diapason avec ton animal, puis pour justement qu'il ne ressente pas ton stress intérieur. Là. Concrètement, Patricia, ça se passe comment en atelier d'Equi-Yoga? Tout d'abord, je dirais que je vais adapter l'atelier aux besoins des gens, alors que ce soit pour des raisons psychologiques, gestion du stress, ou pour des raisons physiques, amélioration de la posture, ou tout simplement pour vivre une nouvelle expérience. Je vais orienter mon enseignement selon les besoins de la personne. Très concrètement, généralement, on va aborder le yoga au sol tout d'abord pour vérifier si les gens ont une connaissance du yoga ou pas, et puis pour les initier aux principales postures qu'on va faire éventuellement en selle.
si on se rend à aller faire du yoga en selle, des fois, c'est juste du yoga au sol. Ça dépend de ce que la personne désire faire. Avec les chevaux aux alentours? Aux chevaux aux alentours, si la situation le permet, comme aujourd'hui, bien sûr. Et puis ensuite, on va faire certaines postures de yoga en selle. Mais évidemment que les postures, ce sont des postures que j'ai adaptées, donc qui sont sécuritaires le plus possible, qu'on puisse les faire à cheval. Et puis le yoga, principalement, on dit que ça s'adresse à la colonne vertébrale et aux articulations qui y sont rattachées. Donc, les principales postures qu'on va faire à cheval sont les postures qui vont permettre d'assouplir la colonne. Donc, ils se font très bien en posture assise sur une selle et puis que je peux adapter de différentes façons pour que les gens, même débutants, puissent y trouver leur confort et se sentir en sécurité pour faire ces postures-là. C'est pas de la gymnastique, c'est pas de l'acrobatie, c'est pas de la voltige. On fait pas, comme on dit, des clowneries avec ça. C'est vraiment une façon de s'assouplir, de se centrer, de mieux respirer avant de faire notre équitation. Je suis présentement avec Gilles Desroches, le président de l'Association de ski juring équestre du Québec. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Oui, on a une belle journée. Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de partir cette fédération? En fait, c'est un regroupement d'amis. On s'est mis ensemble, c'est pour le partage de connaissances et de ressources. On partage des sentiers, des chevaux, des équipements. Puis l'objectif ultime de ça, c'était de réunir un peu, de donner un endroit où les gens, les amateurs de ski juring peuvent se réunir. C'est un sport qui est en émergence au Québec, mais il y en a qui font, tout le monde fait leur expérience un peu partout. Donc ça nous donne un endroit pour partager ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Donc en fondant l'association, ça nous a donné la chance d'aller se promener à l'extérieur. C'est un très vieux sport. Ça a été en démonstration aux Olympiques de Saint-Moritz, en Suisse, en 1928. Puis en Europe, c'est quand même plus développé qu'ici. Il y a des compétitions, il y a un championnat de France. En Suisse aussi, il y a plusieurs compétitions. Ici, c'est plus nouveau, c'est en émergence, on commence. Il y a quelques compétitions, mais c'est surtout des compétitions amateurs qu'on fait pour s'amuser. Est-ce que c'est possible de faire du ski juring même si on n'a pas de cheval ou d'équipement? Oui, c'est un peu un des objectifs aussi de l'association. C'est vraiment qu'on partage des connaissances et des ressources. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un cheval qui a envie d'en faire, parce que tu as vraiment deux volets. Il y a des gens qui sont maniaques de chevaux, tu as des gens qui sont maniaques de ski alpin, puis on se jumelle ensemble, puis on arrive à en faire. Et avec l'association, on a des chevaux pour initier les gens dans la région de Saint-Hyacinthe. Puis, donc, on peut en faire avec nos chevaux. On fait des randonnées aussi avec les gens. Comment on fait justement pour faire découvrir aux gens, pour inciter les gens à venir essayer ce sport? Bien, on peut venir nous voir. On a notre page Facebook, on a le site internet skijuring.ca. Un des objectifs aussi, c'est de s'assurer que tout le monde s'amuse et non, on évite les accidents. Donc, le faire de façon sécuritaire, initier les chevaux, il faut désensibiliser un peu les chevaux. Ici, on est chanceux. Michael, il a un très bon cheval, Spot, ça a très bien été, mais il y a des chevaux qui sont plus nerveux. Donc, on ne veut pas d'accident. On y va doucement. Et on initie et le cheval, après ça, le skieur, tranquillement. Quand il est question de la santé et du bien-être animal, il est toujours important de parler de sensibilisation. Heureusement, pour certains animaux abandonnés ou blessés, de véritables amoureux de la nature mettent sur pied des refuges pour les soigner et les héberger. Ils nous permettent alors d'en apprendre davantage sur certaines espèces exotiques ou méconnues. On est avec Jean-François Martel, qui est le propriétaire d'Educazoo. On est ici à Saint-Augustin. Educazoo, c'est un zoo bien particulier. Qu'est-ce que c'est? Oui, bon, on est un refuge, en fin de compte, Educazoo. Autant qu'on est capable d'accueillir que ce soit des petits mammifères, des reptiles, des lézards, bref, tout ce qui est exotique, en fin de compte, on est preneur. Donc, nous, notre but, c'est de partir sur la route, aller présenter ces animaux-là à toutes sortes de clients qui veulent bien rencontrer des petits animaux, d'en savoir plus long, se faire démystifier quelques espèces, en fin de compte. Donc, autant qu'on va se déplacer avec des petits amphibiens, autant qu'on va les accueillir à la base pour, par la suite, se déplacer avec. Donc, des petits amphibiens, des lézards, des serpents, les petits mammifères, bref, voilà, tout ce qui est exotique, on est preneur. C'est une salamandre tigrée, en fin de compte, qu'on appelle. C'est un refuge, donc Oui. c'est des gens qui veulent se débarrasser de leurs animaux qui viennent vous les porter ici? Exactement. Nos animaux qu'on a ici, à 95 % et plus, ce sont tous des dons, bref, qu'on a eu de des gens qui les avaient dans leur famille pour la plupart, en fin de compte. Souvent, bon, on va voir un animal, on a un petit coup de cœur, ça peut être des achats impulsifs. Oui.
C'est quoi les pièges à éviter justement pour éviter que les animaux se fassent abandonner? Ben, tu es sur la bonne voie, là. Tout ce qui est impulsion, en fin de compte, ou cadeau. Donc, il nous arrive toutes sortes de choses, ne serait-ce que dans nos vies personnelles, qui font que des fois, on manque de temps par la suite de s'occuper de ces petits animaux-là. Donc, voilà, d'essayer de se projeter dans le futur, surtout, de bien imaginer ce que va être notre quotidien avec cet animal-là. Ça, s'il y a quelque chose qui ne file pas, elle va se reculer sur elle-même, elle va me faire des signes, elle va me le dire que là, OK, il se passe quelque chose, qu'elle n'est pas à l'aise avec ça. Mais juste déjà que tu m'expliques et que je te vois l'apprendre, ça me... Voilà, ça suscite en fin de compte l'étonnement en même temps. Vous êtes quand même une grosse équipe qui est sur la route, autant quand vous allez faire des ateliers dans les écoles, les hôpitaux et tout ça. J'imagine que ça prend la même passion pour ces employés-là. Est-ce que ça se transmet? Oui, bien évidemment, on essaie de la transmettre. Déjà, évidemment, les gens, quand ils arrivent ici, il faut qu'il y ait déjà qu'il y ait un minimum de passion. En fin de compte, ils n'arrivent pas nécessairement avec un bagage très, très gros en animaux. Puis c'est correct, nous autres, on amène la formation à tout ça. On demande de vouloir transmettre cette passion-là. C'est vraiment notre slogan d'Éducazoo, les vrais passionnés. C'est une chose qu'on essaie de transmettre aux employés pour qu'eux autres aussi, à leur tour, par la suite, partent avec ce genre de minding-là, si on peut dire ainsi. En tout cas, Jean-François, ça paraît, cette passion qui t'habite, cette passion que tu as pour les animaux. Je te remercie beaucoup d'être passé par l'émission Ça vaut le détour. Puis je te remercie surtout de m'avoir fait vaincre ma peur des araignées parce que les tarentules... super bonne. Oui, mais j'ai une petite crainte, mais au fur et à mesure, ça a bien été. Correct. Merci. T'es championne. Merci. Au plaisir. Bien, quand même pas mal. Les mâles sont plus petits que les femelles chez les boa constricteurs. Oh, là. Oh là là. Quand même Qu'est-ce une qu'on belle bague. fait? Bien ça. Tiens, on va y aller comme ça tout de suite, là. Demain, je vais libérer mes bras. Oui. Ben, c'est lourd, hein? Quand même, quand même. Impressionnant. On s'en prépare tout le temps un autre d'avance pour pas que sont vraiment... Comme vos bébés, hein? Ouais, faut switcher assez vite. Alors, je suis présentement avec Clifford Miller, qui est le copropriétaire de Miller Zoo. On est ici à Frampton. Il nous accueille en Beauce. On est dans un zoo, mais c'est un zoo qui n'est pas comme les autres. Explique-moi un petit peu. En fait, qu'est-ce on qu'il y a ici. l'appellation zoo. On était un jardin zoologique, mais à la base, on est un refuge. On a ouvert ici pour accueillir des animaux, faire de la réhabilitation d'animaux sauvages. Puis avec le temps, on a acquis le permis de jardin zoologique. Pas nécessairement pour pouvoir grossir notre collection d'animaux, parce que oui, ils appellent ça une collection. Nous, on aime moins le terme, là. Mais c'est vraiment parce qu'il y a autant d'animaux exotiques qui ont besoin d'être placés dans des refuges ou des institutions qui ferment que d'animaux de nos forêts, de la faune ici. La plupart des animaux arrivent ici, c'est des zoos qui ferment, des refuges qui ferment, des animaux blessés. Les agents de la faune nous amènent des animaux. Le public nous signale des animaux blessés. On a un gros volet réhabilitation. Puis on a aussi une partie pour accueillir les animaux de zoos qui ferment, des surplus de zoos, des animaux maltraités, des saisies. Les animaux arrivent de partout, en fait. Mais jamais qu'on commande des animaux. On se garde toujours l'optique que c'est des animaux qui ont besoin d'être placés ici. Tout notre personnel est mis au courant pour faire de la sensibilisation aux visiteurs. Souvent, les gens arrivent ici à la section mini-ferme, voient les chèvres, les enfants adorent les chèvres. Fait que ça serait le fun d'avoir une chèvre au chalet cet été. Les gens achètent une chèvre, mettent au chalet, mais il faut penser que cet hiver, bien, vous n'êtes plus au chalet, vous allez retourner en ville. Qu'est-ce qu'on fait avec la chèvre? Bien, les animaux, c'est pas des objets. Là. On peut pas dire, regarde, elle a fait l'affaire tout l'été, puis après ça, bien, on fera 2-3 appels pour essayer de la placer. Nous, on sensibilise les gens que les animaux, c'est pas des objets. Si vous l'adoptez, si vous prenez un animal, si ça vit 15 ans, bien, il est 15 ans avec vous. Là. Il fait partie de la famille. Puis, Ça ne devrait pas être une option. Non, c'est pas une option. Merci Clifford pour ton temps. Je sais que tu as beaucoup de travail. C'est une belle journée de congé aujourd'hui, donc lâche pas. Merci à vous, merci à vous. Vous êtes toujours les bienvenus. C'est sûr qu'on est dans notre gros rush. Nous, l'été, c'est le rush, mais 7 sur 7, on donne un coup. Puis les vacances, ça sera plus pour l'hiver. Les vacances, quand on parle de vacances, nous, c'est une journée. Là, mais on aime ça. Fait que c'est même pas un travail. Quand c'est une passion, c'est pas un travail. Merci. Merci à vous.